Bon, tout à l'heure, Julie a dit que j'allais traiter un petit peu plus les biens communs d'un point de vue théorique. Donc, comme je savais que j'avais à peu près 20 minutes, j'ai préféré aborder cette question des biens communs de manière plus concrète, en décortiquant un peu plus ce bien commun particulier qu'est le pétrole, ou que devrait être le pétrole de manière très particulière. Alors le pétrole, on l'a dit, c'est une ressource naturelle. C'est une ressource naturelle qui donne de l'énergie, mais déjà on peut dire tout de suite que c'est un stock de ressources, c'est pas un flux, c'est pas comme l'énergie solaire, hein. Et donc le fait que ce soit un stock fait que ça ne va pas être renouvelable. Il y a un stock limité, hein, de ces ressources fossiles sur l'écorce terrestre. Deuxième point que je voudrais dire, avant d'arriver donc au bien commun, je voudrais dire que, et ça a été dit un petit peu, c'est que cette source d'énergie, elle est aussi très particulière. Elle n'est pas simplement de l'ordre, hein, de la ressource naturelle, c'est aussi une construction sociale, une construction économique. En effet, c'est une source d'énergie qui a été mobilisée dans le développement capitaliste, ce qu'on appelle parfois le capitalisme thermo-industriel. C'est la base d'un certain type de développement. Ce n'est pas une énergie neutre, hein. Effectivement, dans d'autres sociétés, le pétrole était pendant très longtemps totalement inconnu, pour nous aussi d'ailleurs, et absolument sans aucune valeur. Donc lié au capitalisme thermo-industriel tel qu'il se développe au XIXe siècle, et le pétrole aussi est à la base de ce qu'on appelle aussi le productivisme, c'est-à-dire la transformation permanente, hein, de la matière, transformation de l'énergie, selon un principe, hein, qui est utilisé généralement en économie, dans la théorie économique, qui consiste à dire rien ne se perd, tout se transforme, puisque si rien ne se perd, tout se transforme, on peut continuer à exploiter sans aucun problème les ressources énergétiques, puisque dans la transformation finalement, hein, on ne perd rien. Au bout du compte, on retrouve toujours la même quantité d'énergie. Et ceci a alimenté, bien sûr, la croyance en la possibilité d'une expansion infinie, d'une croissance infinie de la transformation de la matière et d'une croissance infinie, donc, de la production matérielle. Ça, c'est ça aussi le pétrole. Donc c'est une ressource naturelle que nous n'avons pas produite, hein, qui était là, qui n'était même pas là pour être vendue au départ, mais c'est aussi une construction sociale, une construction économique d'un mode de développement absolument particulier. C'est une ressource aussi qui est tout à fait singulière. Par exemple, on a parlé des autres ressources naturelles. On a parlé de l'eau, on parle de la biodiversité. On ne peut pas envisager, et personne ne l'envisage, je pense, une société post-eau ou post-biodiversité, alors qu'aujourd'hui, nous sommes fondés de devoir envisager une société post-pétrole. Donc on va voir que même par rapport à l'eau, par rapport à la biodiversité, ça va être un bien commun. Si c'est un bien commun, ce sera un bien commun en tout cas assez singulier, hein, puisque là on voit le côté construction sociale véritablement de cette ressource, entre guillemets, ce qui a été décrété comme étant une ressource absolument essentielle. Bon, nous sommes dans une dépendance économique et sociale extrêmement forte par rapport à cette richesse, entre guillemets, mais qui n'a rien à voir avec la dépendance de l'eau. Aucun système économique et social ne pourra se passer de l'eau. On peut envisager des systèmes économiques et sociaux, et peut-être, moi j'ajoute, on doit envisager des systèmes économiques et sociaux qui se passent du pétrole. Donc là, on est sur des registres qui sont totalement différents, de même qu'on ne se passera pas de la biodiversité. Alors, par rapport à ce système capitaliste thermo-industriel qui s'est construit depuis le XIXe siècle, effectivement, aujourd'hui, le pétrole est devenu rare. Par rapport à ce critère-là. En effet, le peak oil, ce n'est quasiment plus contesté aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie s'est rangée aux travaux des scientifiques qui, depuis les années 1950, parlent d'un pic pétrolier. Alors, ce qui fait débat entre les scientifiques, c'est la date, hein, de venue, d'arrivée, hein, du peak oil. Bon, ça fait débat.
disons entre 2000, certaines disent 2010, 2020, 2050, mais ce palier qui sera atteint ne fait aujourd'hui plus de débat dans la communauté scientifique. Or, la demande de pétrole continue à augmenter. Je vous donne un chiffre. La consommation de pétrole en 10 ans, entre 1997 et 2007, a augmenté de 12%. Et là aussi, si on se pose le problème des biens communs aujourd'hui, ce n'est pas du tout un hasard, c'est que la globalisation économique aujourd'hui a fait qu'on est devant une explosion de la demande, avec les pays émergents, une explosion de la demande de pétrole et d'autres matières, bien entendu, aussi. Et donc ce pic, il est pas loin d'être atteint, selon l'Agence internationale de l'énergie, pour le pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole facile à extraire. Alors bien sûr qu'il en reste du pétrole, Il y a le pétrole, il y a les sables bitumineux de l'Alberta au Canada. Il y a le pétrole qui est enfoui sous les sols gelés de l'Arctique. Bon, sous l'Amazonie, enfin toute la région de l'Amazonie, il y a beaucoup de pétrole aussi. Donc il reste du pétrole et il y a les forages en pleine mer. Comme on a vu ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique cet été. Donc ce sont des ressources dont l'accès est beaucoup plus compliqué et donc une augmentation de toute façon des coûts qui est prévisible, sans parler des guerres pour les ressources. Ça a été largement développé, je n'y reviens pas. Donc par rapport à ce modèle-là, à notre modèle de développement, le pétrole est rare. Mais si on bifurque, si on inverse le regard, et si on regarde d'un point de vue écologique et social par rapport au modèle économique de rareté, effectivement, il y a rareté. Par rapport à une bifurcation nécessaire, sans doute, écologique et sociale, nécessaire à cause de la crise écologique, sociale, à cause des inégalités qui ne cessent de se creuser, à ce moment-là, on peut voir les choses un petit peu différemment. On peut penser que du pétrole, il n'est pas rare, il y en a trop. Parce que si nous exploitions toutes les ressources fossiles qui sont encore contenues, il est vrai, il n'y a pas que le pétrole, il y a la houille aussi, qui sont encore contenues dans l'écorce terrestre, eh bien ce serait au prix de dégâts écologiques et sociaux extrêmement importants. En tout cas, déjà au niveau des dégâts écologiques, les émissions de CO2 que nous devons absolument, ça reste une incantation pour l'instant, mais que nous sommes censés réduire de manière extrêmement importante d'ici 2020 et d'ici 2050, eh bien, cet objectif ne pourrait jamais être atteint si nous exploitons toutes les ressources fossiles qu'il y a encore dans le sous-sol. Sans parler des droits des peuples, justement, des droits des peuples, non pas parce qu'ils revendiquent la propriété du pétrole. Les peuples autochtones ne revendiquent pas la propriété du pétrole. Ils revendiquent la propriété de leur vie et de pouvoir vivre dans certaines zones dans lesquelles l'exploitation du pétrole ferait qu'ils seraient chassés de la possibilité de vivre dans certaines zones et chassés aussi parce que les écosystèmes dont ils vivent seraient détruits. Donc là, ce n'est pas un problème d'appropriation. Aujourd'hui, encore une fois, aussi bien en Amérique latine, etc., c'est pas nous voulons être propriétaires et créer une société d'exploitation pour la ressource qui est sous le sol, qui est le nôtre. En revanche, ce qui est très, très important, c'est la propriété de sa vie, de sa culture, de sa propre vie. Donc, vous voyez qu'on peut voir les choses de deux manières, du point de vue de la rareté, ce qui supposerait qu'on poursuive dans le modèle tel que nous l'avons, ou un modèle, ou au contraire, le fait que peut-être devons-nous commencer à envisager, je sais que ce sera discuté demain, envisager à laisser le pétrole sous terre et envisager une bifurcation vers d'autres activités. Je vais y venir. Donc c'est à partir de ces quelques caractéristiques vite dessinées du pétrole que je voudrais poser la question du bien commun, des biens communs et du bien commun. Bon, évidemment, quand on parle de commun, de bien commun, aussitôt, on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la propriété qu'il y a, dans l'idée de commun. Il y a quelque chose de l'ordre de la propriété. Or, que se passe-t-il aujourd'hui pour le pétrole? Contrairement à ce que souvent on croit, le pétrole aujourd'hui est majoritairement exploité par des compagnies pétrolières nationales.
les 7 plus grandes, j'ai pris les chiffres, hein, les 7 plus grandes compagnies transnationales exploitaient en 1971, réalisaient 62% de la production pétrolière mondiale. Aujourd'hui, en 2009, hein, ce sont les chiffres de l'AIE, c'est 15%. Donc il y a eu un processus de récupération par les États, à partir de leurs compagnies nationales, de la ressource pétrolière. Et c'est exploité par des compagnies d'État. Donc, étant donné les problèmes auxquels on se heurte aujourd'hui, à savoir le pic du pétrole, à savoir l'inégalité d'accès à l'énergie au niveau international, à savoir les inégalités qui se sont creusées de manière absolument, quasiment inimaginable, plus la crise climatique, depuis 30 ans, ça ne s'est pas arrangé. Alors que depuis 30 ans, assez massivement, les ressources sont passées dans des compagnies nationales. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas, par rapport à la crise énergétique et par rapport à la crise pétrolière et crise climatique, on ne peut pas raisonner seulement en termes de propriété privée ou propriété de l'État. Ou en tout cas, plutôt disons-le autrement, la récupération de la propriété par des entreprises nationales est peut-être une condition nécessaire, mais certainement pas une condition suffisante. Et effectivement, aujourd'hui, on voit des mouvements sociaux, je sais que demain, sans doute, vous allez en parler, dans des pays du Sud, pas dans nos pays, dans des pays du Sud et dans les États progressistes, des mouvements sociaux de base qui se battent contre ce qu'on appelle le néo-extractivisme. C'est-à-dire qu'au nom du fait que ces ressources permettent de dégager une rente qui peut être redistribuée, je dis que ces États sont progressistes parce qu'ils redistribuent justement, contrairement aux autres États qui ne redistribuent pas les richesses, qui les mettent à l'étranger, etc., etc. Il y a des États qui redistribuent ces richesses. Mais il n'en reste pas moins que cela reste une économie de rente, une société de rente, à horizon limité, parce que le pétrole est de toute façon limité, et que ça occasionne des dégâts aussi sociaux et écologiques dont on doit parler dès maintenant, et pas seulement dans 30 ou 40 ans. C'est à mon avis pour cela que, et ça ne concerne pas que le pétrole, ça. C'est à mon avis pour cela que émerge au niveau international cette problématique des biens communs. Ça n'émerge pas seulement ici, c'est dans tous les pays du monde qu'on se pose la question des biens communs. Alors je voudrais dire que ce n'est pas une question nouvelle. C'est sans doute la question la plus ancienne du capitalisme. Le capitalisme, la première forme du capitalisme, ça a été l'expropriation des communs. C'était en Angleterre, ça a été tout le mouvement des enclosures, de clôture de la terre, et donc accaparement privatif de ce qui était commun jusque-là. Alors c'est quoi commun ? Commun, contrairement à ce que disent les libéraux, c'est pas le libre accès. Commun, c'est une ressource qui est réglée. Il y a des règles d'usage, des règles d'utilisation, des règles de restitution, des règles aussi de sauvegarde de la ressource, extrêmement codifiées bien souvent. C'est pas quelque chose est commun, donc tout le monde va se servir en bon individualiste que nous sommes. Non, ces communs donc sont réglés par il y a des règles donc des règles qui permettent le contrôle, l'accès, l'usage. C'est ce qu'on appelle la propriété commune. Et le capitalisme, depuis sa naissance, n'a eu de cesse qu'à privatiser les communs, qu'à privatiser ce qui est commun. Ce sont les communs sociaux, on le voit aujourd'hui avec la sécurité, tous les systèmes de protection sociale qui sont des formes de propriété commune. C'est quelque chose qui nous appartient en commun, parce que qui ne nous appartient pas de manière privative, lucrative, etc. C'est une construction sociale, construction historique, que nous nous sommes donnée depuis plus d'un siècle et demi, et qui aujourd'hui tend à être captée dans le règne de la marchandise. Les communs naturels, je vais en dire 2 mots de plus, et après, j'en parlerai pas, il y a aussi énormément tous les communs de l'Internet, les communs de la connaissance, l'open source, etc., les logiciels libres, enfin bon, etc. Toutes ces communautés autour du contrôle, de l'information, de la culture et de la connaissance qui, elles aussi, tend à être accaparées, privatisées par les fameux droits de propriété intellectuelle. Donc apparaît
hein, ce questionnement sur les communs au moment où justement on assiste à une phase sans doute sans précédent, ça a été dit, de privatisation des communs. Phase sans précédent, c'est sans doute la phase, c'est ce qui pour moi caractérise le plus, hein, le mieux, la phase néolibérale. Tout ce qui est commun doit passer, tout ce qui reste de commun doit passer sous le règne de la marchandise, sous le règne du marché. Et les États, bien souvent, ont très largement collaboré à ce type de choses. Les fameux, toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce, elles ont été acceptées par qui ? Elles n'ont été possibles, notamment les droits de propriété intellectuelle, etc., qui aujourd'hui aboutissent à une privatisation de la nature de manière absolument terrible jusqu'au vivant, jusqu'à la vie. Les États les ont acceptés. Et donc il y a l'idée dans les communs qu'on ne peut pas simplement opposer l'État au marché, mais qu'il faut que des communautés aussi, d'usagers, d'utilisateurs, se construisent des règles et demandent sans doute, en tout cas c'est ainsi que je vois les communs, et soient là pour demander aux États d'être les garants des règles communes et non pas le garant des règles des firmes transnationales. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas ces mouvements de base qui justement font vivre des communs, eh bien aujourd'hui, nous n'aurons pas tout ce dont nous avons besoin pour imposer aux États de faire respecter les règles communes et non pas les règles privées. C'est ça la problématique des biens communs. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu, entre guillemets, à la mode. Il y a eu un prix Nobel d'économie, enfin, prix de la Banque de Suède d'économie, pardon, Elinor Ostrom, qui a travaillé depuis une trentaine d'années sur ces questions de commun pour montrer qu'il y a d'autres formes de propriété que la propriété privée ou la propriété étatique. Bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un courant intellectuel, donc on pourra en reparler dans le débat si vous voulez, qui a surgi aussi. Mais là, ce que je voudrais dire surtout, et ce qui est très très important, c'est que toute la réflexion sur les communs aujourd'hui, elle est portée par des mouvements de base. C'est du Forum social mondial, justement, de Belém, qui est sorti l'appel, un appel pour la récupération des biens communs au niveau de l'humanité. Alors je veux terminer par rapport aux questions de souveraineté, justement, pour voir ce que ça peut signifier concrètement, dire le pétrole est un bien commun. Qu'est-ce que ça pourrait bien pouvoir signifier concrètement? En quoi ça pourrait faire un levier pour des luttes, pour pouvoir justement avancer alors, vers une autre gestion des ressources naturelles. Et dans le cas du pétrole, je le dis ainsi, nous pourrons en discuter bien sûr, comment pourrions-nous aller vers une société post-pétrole? L'intérêt du commun et de ces biens communs, c'est un intérêt politique. C'est bien évident qu'aujourd'hui, toutes les luttes pour la récupération des biens communs sont des luttes qui s'affrontent à la marchandisation des biens communs. On parle ici des biens communs naturels, biens communs sociaux, biens communs de la connaissance. Et donc, il y a un contenu politique de ces biens communs. Donc, comment faire émerger ce contenu politique? Alors, dans commun, il y a communauté. Alors, la communauté, elle est à géométrie variable. Il y a des communautés locales. Il peut y avoir des communautés à niveau des régions, au niveau d'un État, c'est une communauté, un État aussi, au niveau international, inter-État, et à un niveau global, ou mondial, disons. Alors pour ce qui est du pétrole comme bien commun, je vous le soumets parce que c'est des sujets, qui sont relativement nouveaux, donc pour qu'on en discute ensemble, je pense qu'il y a une première échelle qui est l'échelle de l'humanité, comme communauté. C'est l'échelle de l'humanité parce que le stock de pétrole est limité sur la Terre. Il n'est pas reproductible. C'est tout à fait différent des autres formes d'énergie. Celle-là, elle n'est pas reproductible. Donc il y a un problème de répartition. Il y a un problème de répartition de toute façon entre les habitants de la planète. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui concerne l'humanité, c'est que l'exploitation du pétrole produit des dégâts écologiques globaux, que ce soit des pollutions des océans et des mers par les catastrophes pétrolières, à répétition. Et surtout aujourd'hui, pour aller vite,
la crise climatique avec les émissions de CO2. Ceci n'est pas confiné à un État, il n'y a pas de frontière du CO2. Le climat est un bien public, enfin, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, est quelque chose de global. C'est un bien public mondial, un bien global, un bien commun, comme on veut. En tout cas, il dépasse la frontière des États. Bien. Ça, c'est la même chose d'ailleurs pour la biodiversité. On a les grandes mêmes questions. Donc, c'est tout un problème d'articulation de différentes souverainetés. D'articulation de différentes souverainetés et non pas enfermement de chaque souveraineté dans elle-même, les souverainetés très locales ou étatiques. Donc c'est un problème d'articulation des souverainetés et ça veut dire un grand problème démocratique à un niveau local, national et bien sûr international. Alors, dire ça, c'est la communauté et d'abord la communauté internationale, ça veut dire mais comment va-t-on faire pour justement promouvoir le pétrole comme bien commun? Et là, il y a des propositions qui ont été faites, qui sont faites aussi par tous ceux qui parlent de bien public mondial. Il y a l'idée, par exemple, qui a été élaborée, vous en reparlerez demain, par un économiste équatorien qui s'appelle Alberto Acosta, qui a travaillé aussi avec un économiste écologiste, disons, économie de l'environnement américain, Herman Daly, qui ont imaginé, ils l'ont proposé, Acosta l'a proposé à une réunion de l'OPEP, qu'il y ait un prélèvement sur chaque baril de dollars qui est extrait. C'est-à-dire qu'il y ait une taxe sur chaque baril de dollars extrait dans le monde où qu'il soit extrait. Les revenus de cette taxe alimenteraient un fonds géré dans le cadre des Nations Unies. Bon, là, le Daly proposait que ce soit l'OPEP qui gère ceci pour justement assurer la transition vers des économies plus indépendantes par rapport aux énergies fossiles. Donc on a besoin de créer une solidarité internationale, une solidarité de l'humanité. Si je dis la communauté, c'est l'humanité, ça veut dire qu'il faut créer cette solidarité au niveau de l'humanité, et en particulier donc par le biais d'une taxe sur le baril extrait. Ça veut dire aussi que le prix du pétrole augmenterait, mais que si on prélève une taxe et que ça alimente des fonds publics, ces fonds serviraient justement à assurer la transition vers d'autres formes d'énergie plutôt que d'aller dans les caisses de Total et des différents actionnaires au niveau international qui n'ont pas grand-chose à faire de l'après-pétrole ou de toutes ces questions-là. Bon, c'est tout aussi ce qu'on a beaucoup développé à Attac, la question des taxes globales, justement, des taxes énergie. Bon, il n'y a pas que le pétrole, mais il y a aussi le pétrole pour justement alimenter ces fonds mondiaux, pour pouvoir financer des expériences et des projets de bifurcation. Mais pour le pétrole, il y a aussi une échelle, il y a l'échelle donc de l'humanité, l'échelle globale, mais il y a une échelle locale, il y a l'échelle des communautés. Il y a l'échelle des communautés qui vivent sur des territoires. Et ce n'est pas vrai que pour le pétrole, c'est vrai pour toute l'exploitation minière. Le problème de l'exploitation du lithium en Bolivie pose quand même de sacrés problèmes. C'est des ressources économiques extraordinaires, puisque le lithium est utilisé pour les batteries, en particulier les batteries des voitures électriques. Donc il y a des perspectives de croissance absolument faramineuses avec le lithium. Mais en même temps, ce sont des destructions sociales, locales. C'est l'adoption d'un mode de développement particulier, alors que la Bolivie n'est pas à l'heure aujourd'hui de la voiture électrique pour tous. Mais bon, je ne pense pas. Bien, c'est l'adoption d'un mode de développement économique particulier, très encore dominé par l'imaginaire occidental, et qui va engendrer des mouvements sociaux contestent justement cette exploitation-là dans ces pays. Je vais arrêter. Je vais donc arrêter, je m'en fais signe. Donc, il s'agit au niveau des communautés de base de la protection des droits des communautés de base, des droits à la vie tout simplement, sur la forêt, sur la terre, et éviter les destructions liées à l'extraction. Et ensuite, bien sûr, il y a l'échelle des États, c'est pas du tout contradictoire. Les États sont là pour garantir les droits des communautés.
Ils sont là pour ça. Et précisément, toute la dynamique des communs, hein, de la réappropriation des communs, c'est aussi d'exiger des États qu'ils soient les garants, hein, qu'ils soient les garants de ces droits. Bon, voilà, donc je voulais simplement dire, en conclusion, que la notion de les biens communs, bon, notre ami a bien souligné l'idée que si on prend bien au sens de ressources, on est dans l'économicisation de la nature. Mais je voudrais souligner quand même que bien, il y a le bien avec un B minuscule, mais ce n'est pas sans lien avec le bien, avec le B majuscule, c'est-à-dire le bien commun, la bonne vie, hein, le bien commun, ce que les latino-américains, en tout cas, appellent le bien vivre, plutôt que l'accumulation infinie des richesses. Et c'est ça, c'est toutes ces discussions-là qui sont portées par les discussions sur les biens communs. Parce que décréter un bien qui est quelque chose de commun, c'est un acte politique qui détermine le comment voulons-nous vivre, qui est sans doute la seule question qui ait un quelconque intérêt. Que voulons-nous faire de notre vie? Comment voulons-nous vivre? Comment voulons-nous habiter la Terre? Merci Geneviève. Ben là, on est vraiment entré dans le vif du débat. C'est exactement toutes les problématiques qu'on voulait développer lors de ce symposium.